promenade des Anglais où sera jugée tout à l'heure l'arrivée de la 7e et dernière étape de cette édition 2003 de Paris-Nice. Bonjour Bernard Thévenet. Bonjour. Alors Bernard, aujourd'hui, ce n'est pas un critérium pour finir, c'est une belle, très belle étape. Oui, on revient un peu aux anciens Paris-Nice où la dernière étape était la montée du col d'Ez contre la montre. Eh bien, cette fois, le col d'Ez sera escaladé 3 fois, mais en ligne. Ça sera évidemment beaucoup plus difficile que l'année dernière où ça se terminait sur la promenade des Anglais. Ça sera en tout cas beaucoup moins plat. Ce sera un terrain favorable aux attaques. Et est-ce qu'il y en aura? Ça sont les coureurs qui répondront. Et tout de suite, pour avoir cette réponse, nous retrouvons sur la moto de direct Thierry Adam. Bonjour Thierry. Oui, bonjour messieurs, nous sommes au kilomètre 120, c'est-à-dire qu'il reste 40 km avant la fin de Paris-Nice. Ces 3 hommes sont en tête. Il y a là le Colombien Ivan Parra, l'Espagnol David Bernabeu et le Suisse Fabian Yecker, déjà à son avantage hier vers Cannes. Ces 3 hommes se sont échappés il y a une dizaine de kilomètres dans la montée du col de Châteauneuf et ils comptent 35 secondes d'avance sur un peloton toujours emmené par le maillot jaune Alexandre Vinokourov. Il nous faut parler pour résumer la course de ce matin d'un autre trio qui a fait une longue échappée avec le Vénézuélien Echevarria, l'Espagnol Galvez et le jeune Français, animateur tout au long de cette semaine de l'équipe AG2R Prévoyance, Christophe Auriol, qui ont été rejoints après 80 km d'échappée tout à l'heure au kilomètre 105. A noter que la moyenne horaire est à 38 km/h 300 depuis les 3 premières heures de course et que les 2 ascensions du col d'Ez ont fait très mal à ceux qui ont des organismes fatigués puisque pour l'instant le peloton est réduit à environ 45 coureurs. Merci Thierry pour ces premières informations. Depuis hier, vous le savez, sur France Télévisions, nous avons le plaisir, la chance d'avoir avec nous dans notre équipe, aussi comme consultant pour le cyclisme, Laurent Jalabert. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Alors hier, Laurent, c'était une première expérience. Aujourd'hui, pour commencer cette émission, je vais vous parler d'un endroit que vous connaissez particulièrement bien. Vous qui avez gagné Paris-Nice en 95, 96 et 97, vous étiez encore 3e l'an dernier. Et cet endroit, c'est bien sûr le col d'Ez. Les coureurs l'escaladeront tout à l'heure pour la 3e fois, le sommet étant à 16 km de l'arrivée. Alors expliquez-nous Laurent, pourquoi ce col d'Ez peut se révéler déterminant dans le final de cette étape? Parce que c'est la toute dernière difficulté de la semaine. Je crois que c'est une semaine qui a été éprouvante pour les coureurs. Et le col d'Ez en lui-même représente quand même une difficulté assez importante à cette époque de l'année. C'est pas un grand col comme on a l'habitude d'en voir au mois de juillet, mais tout de même au mois de mars ça fait quand même mal. Là on va se trouver à 16 km de l'arrivée une fois au sommet. Et c'est vraiment le moment de jeter les dernières forces. Donc je pense qu'on peut s'attendre à avoir des coureurs peut-être marquer un petit peu le pas dans cette montée. Merci Laurent. Nous suivons donc le final de cette 7e étape. L'équipe de France Télévisions mobilisée sur France 3 cet après-midi avec donc les 3 hommes de tête. Ivan Parra, David Bernabeu, il nous fait penser bien sûr au Real de Madrid celui-là, et puis Fabian Yecker. Les 3 hommes de tête, Parra est 17e à 2,48 au général, David Bernabeu est 9e à 1,51, c'est lui le mieux placé, et Fabian Yecker est 26e à 5 minutes 08. Ce ne sont pas, Bernard Thévenet, a priori des garçons trop dangereux au classement général, mais Alexandre Vinokourov va quand même surveiller les écarts par rapport à Bernabeu. Oui, ils ne sont pas trop dangereux, mais de toute façon, vous savez que lorsqu'on est leader, on se doit de maintenir un certain écart, de montrer sa force. Et là, il faudrait que l'équipe Télécom résiste un petit peu, simplement pour montrer qu'elle est là, pour montrer qu'elle est capable d'effectuer le travail et éventuellement montrer qu'elle est capable d'épauler son leader dans cette montée du col d'Ez, puisque apparemment, il y a seulement dans cette montée maintenant qu'il pourra y avoir une éventuelle décision pour essayer de déstabiliser Vinokourov. Les 3 hommes de tête qui se relaient régulièrement. Ah oui, cette équipe milanese depuis hier, qui est souvent, on va dire en termes cyclistes, souvent charmante, c'est-à-dire qu'elle est souvent en tête. Hier, elle a mené un bon train derrière Chavanel et Laurent Brochard pour essayer de sauvegarder la place de 5e de son leader, le Danois Moller, ce qu'elle n'a pas réussi d'ailleurs. Il est 6e à 1,30. Oui, puisque Chavanel lui a pris la 5e place. Et maintenant, c'est Yecker ici qui emmène le train devant Bernabeu qui est dans une équipe portugaise mais qui est espagnole. Voici l'histoire, la récente. Les 10 derniers vainqueurs
Alors regardez bien Laurent, hein. Figurez sur le tableau. Avant Laurent, vous étiez sur la route. Et bien maintenant, vous allez regarder les palmarès, faire comme nous et les commenter. Et on confirme donc bien sûr vos 3 victoires consécutives dans Paris-Nice. Le dernier vainqueur, c'est bien sûr Alexandre Vinokourov qui va tenter la passe de 2 cette année. Et dans ce tableau des 10 derniers vainqueurs, on remarque en 93 le Suisse Alex Zule. Alex Zule qui appartient bien sûr aujourd'hui à cette équipe Team Cost, qui pour l'instant n'a pas réintégré les pelotons. Les dirigeants de la firme allemande Cost espéraient pouvoir participer ce week-end au Grand Prix Eric Breukink qui se dispute aux Pays-Bas et ils n'ont pas reçu l'aval, ils n'avaient pas fourni les pièces comptables suffisamment convaincantes pour prouver que les salaires des coureurs avaient été virés au mois de janvier et au mois de février. Donc l'équipe Cost est pour l'instant hors jeu et en dehors du peloton, avec bien évidemment toutes les questions que cela amène à se poser concernant l'avenir de Jan Ullrich. Alors Jan Ullrich, vous l'imaginez, ne manque pas déjà de sollicitations. Je répète encore que l'on parle beaucoup de la firme suisse Phonak, qui serait très très intéressée par l'avenir de Jan Ullrich. On parle aussi toujours des Danois de CSC, l'équipe de Bjarne Riis, et puis pourquoi pas les Belges de Quick Step, l'équipe de Patrick Lefevere. Mais incontestablement, la formation qui actuellement travaille le plus dans la coulisse pour essayer de récupérer Jan Ullrich est la formation Phonak. Affaire à suivre dans les semaines qui viennent, ça c'est une certitude. C'est une décision ferme de l'UCI qui veut remettre qui veut faire un peu le ménage. C'est dommage pour cause, pour tous les coureurs, pour l'encadrement, mais c'est normal qu'une équipe qui ne paye pas ses coureurs ou son staff ne puisse pas être en même égalité que toutes les autres. Le travail de contrôle en tête de la course. Vous voyez qu'Alexandre Vinokourov est bien placé. On aperçoit les manches jaunes de son maillot. À côté de lui, il y a Rebelling. Enfin, juste devant lui, précisément. Et Thierry, il y a du nouveau à l'avant de ce peloton avec une tentative de contre. Oui, avec la sortie d'un nouvel Espagnol, on voit beaucoup les Espagnols aujourd'hui puisque c'est au tour de Mikel Astarloza, le coureur espagnol, le jeune coureur espagnol de l'équipe AG2R Prévoyance qui a réussi à sortir du peloton et qui s'est lancé à la poursuite des 3 hommes de tête, mais l'écart se maintient pour l'instant puisqu'on est à 40 secondes et Astarloza ne va pas tarder à se relever. Il a tenté un coup de poker pour rejoindre le trio, mais il va être rejoint par un peloton qui dans l'entrée de Nice sur une route très large et il fait beau, c'est important, donc il n'est pas. Il est rejoint, Thierry. Dans très bonnes conditions. Oui, il est rejoint à Starloza. Le peloton, il est vrai, est rentré dans Nice à vive allure puisque au chrono de la moto, on était au compteur de la moto, on était entre 70 et 80 km/h. À noter que Sylvain Chavanel n'a pas quitté les 5 premières places de ce peloton depuis ce matin. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Je vais peut-être demander à notre réalisateur Jean-Maurice Sog de laisser pendant quelques instants l'une de nos motos-images près des coureurs de l'équipe portugaise Milanesa. Il y en a, vous voyez, qui figurent dans ce groupe de tête, car c'est, on peut le dire, pour le grand public français, une découverte, cette équipe portugaise. Depuis plusieurs années, l'équipe Milanesa multipliait les courses en Espagne et au Portugal. On les voyait peu, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique ou en Hollande. Et les voilà qui apparaissent, ils figurent parmi la première division, ce que l'on appelle les GS1. Et ce maillot de la Milanesa est un maillot intéressant, une équipe intéressante, car ce sont des coureurs qui prônent le mouvement, qui prônent les attaques. Et incontestablement, on peut considérer qu'ils ont fait un bon Paris-Nice. Voilà ce maillot auquel il va falloir s'habituer. Vous voyez les coureurs, il y en a 2 qui sont dans le groupe de tête, notamment lui, Fabien Yecker. Alors l'équipe Milanesa qui est dirigée par Manuel Zefferino et qui comprend sur ce Paris-Nice Klaus-Michael Müller, Paulo Barbosa, David Bernabeu, Pedro Cardoso, Fabien Yecker, Rui Laverinas, Lisuarte Martins et Rui Miguel Sousa Barbosa. C'est une équipe qui est composée à majorité de coureurs portugais, mais il y a également un Espagnol, un Danois et un Suisse dans cette formation. Voilà ce maillot. Maillot nouveau. On s'entend bien dans ce trio. Ils ne sont pas nombreux, mais ils savent qu'il leur faut absolument prendre un petit peu de terrain avant le pied de la dernière montée du col d'Èze. Alors il y a, Bernard, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a en France un tissu, le tissu constitué bien évidemment par les comités
et par les clubs, il y en a 2600 au total, au sein de la Fédération française pour former les coureurs, rejoindre l'élite dans les différentes spécialités que comporte le cyclisme. Regardez ce clip de la FFC, la Fédération française de cyclisme, avec le pistard, champion du monde, champion olympique, Florian Rousseau. Oh, c'est Florian Rousseau. Le palmarès qu'il a, lui. Tiens, ma tête doit sûrement lui rappeler quelque chose. Pourquoi je l'ai pas arrêté? Il avait l'air d'aimer le vélo, je l'ai vu dans son regard. J'aurais pu lui parler. J'aime donner aux gens envie de pratiquer ce sport. Il est tellement varié, complet, masculin, féminin, universel. Pourquoi je pense à ça là maintenant? Peut-être parce que le cyclisme, c'est le plus grand des loisirs. Retour avec les 3 hommes de tête, Ivan Para, David Bernabéu, Fabien Yecker. Dans la traversée de Nice ici, avec quelques virages assez difficiles à négocier, ce qui ne va pas désavantager les hommes de tête, puisque vous savez que le peloton est avantagé surtout dans les grandes lignes droites avec une route large. C'est donc un tout petit avantage dont les hommes de tête devraient se dépêcher de profiter. Voilà le peloton dans les rues de Nice. Alors, Laurent Jalabert, une question qui s'impose. Vous qui avez été pendant plusieurs années membre d'une équipe espagnole, la grande équipe espagnole ONCE, dirigée par Manolo Saiz. Vous les avez vus, ces coureurs, ces équipes portugaises, car ils viennent très très souvent en Espagne et bien sûr chez le Portugal. Là, on découvre cette équipe milanesa sur ce Paris-Nice. Vous pouvez confirmer, Laurent, qu'il y a premièrement une vraie école portugaise et de bonnes équipes portugaises et que c'est intéressant, c'est un plus pour le cycliste de les voir sortir maintenant de l'Espagne et du Portugal. Oui, bon, c'est pas nouveau. Je crois que les Portugais sont dans le peloton depuis très longtemps. Oui, mais durant ces dernières années, ils ne venaient pas. Il y avait des coureurs, mais pas d'équipe. Oui, enfin, les équipes existaient, mais c'est vrai qu'elles sortaient très peu du Portugal. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'épreuves au Portugal, il faut le dire. Et il y a un assez bon niveau d'ensemble. Aujourd'hui, on voit cette équipe-là qui a obtenu de grands résultats l'année passée évoluer à un niveau supérieur. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'intérêt du cyclisme en général. Merci, Laurent. Les 3 hommes de tête, Ivan Para, David Bernabéu, Fabien Yecker. Alors je vous rappelle, nous précisions tout à l'heure qu'il va y avoir tout à l'heure une 3e ascension du Col d'Èze. Le Col d'Èze qui culmine très précisément à 487 mètres. Une 3e ascension, et quand les coureurs seront tout à l'heure au sommet du Col d'Èze, il restera très précisément 16 km dans cette 7e et dernière étape de Paris-Nice. Vous voyez qu'il y a du monde, des palmiers, du ciel bleu. Sur la gauche, il y aura bien sûr la mer. C'est véritablement un décor de rêve pour le final de ce Paris-Nice 2003. Alors le fond de l'air, bon, il faut être honnête, il ne fait pas 30 degrés. Il fait 16, 17, 18 degrés. Donc c'est quand même des conditions météo qui sont bonnes. Et quand on pense qu'hier matin à Toulon, au départ, il faisait 5 degrés. Et le vent est relativement faible. Attaque, coureur de l'équipe CSC. Ça n'a pas l'air de beaucoup perturber le peloton, cette attaque. Le peloton reste qu'il en reste, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Thierry Adam. Alors le coureur de l'équipe CSC n'est autre que Lenny Christensen. Thierry, vous avez un écart pour nous. Oui, vous allez pouvoir comparer puisqu'on va passer une 2e fois devant vous. Donc à 3 km de l'arrivée, l'écart entre le trio de tête et le peloton était de 50 secondes. 2 hommes ont connu des soucis. Walter Veneto de la nouvelle équipe Brioche à Boulangère qui a crevé. Et à l'instant même, le coéquipier de Alexandre Vinokourov, Torsten Ekman, l'Allemand, qui avait la particularité d'être l'homme qui emmenait le peloton. Et cela a un petit peu désorganisé la poursuite entamée par rapport aux 3 hommes. Les 3 hommes de tête qui tournent, qui se relaient bien, qui travaillent bien, Bernard. Oui, mais ils ont tout intérêt à bien s'entendre. Mais ils courent souvent ensemble aussi, très certainement.
Pour l'instant, c'est Yecker qui va se ravitailler. Il se dépêche de se ravitailler. Parce qu'une fois au pied du col d'Èze, dans quelques hectomètres, ils n'en auront plus le temps. Un col d'Èze qui n'est pas très haut, hein, vous l'avez remarqué tout à l'heure, je revenais à 400 et quelques, presque 500 mètres, mais on part de zéro, donc ça fait pratiquement 500 mètres de dénivelé. Alors le virage ici du peloton sur la promenade des Anglais, ce qui va encore l'étirer un peu plus. Mais ce n'est pas dangereux parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Il vaut mieux tourner autour des palmiers qu'autour des traditionnels ronds-points qu'on voit partout dans l'art. Oui. Et puis même, bon, c'est plus, pour les coureurs, c'est plus motivant. Ici, sous ce beau soleil, on a quand même plus envie de faire la course que comme hier matin au départ sous la grêle. Alors, en même temps que Paris-Nice se dispute Tirreno-Adriatico, la course des deux mers, et il y a eu notamment dans Tirreno 2 succès d'étape déjà de Mario Cipollini, qui fait véritablement honneur à son maillot de champion du monde. Et au classement général de Tirreno, c'est Paolo Bettini qui est en tête. Alors, il faut noter également que George Hincapie, le coureur américain de l'US Postal, eh bien, est forfait pour toute la campagne des classiques. Il est actuellement affaibli. Et les médecins lui ont conseillé du repos alors que le peloton là passe sur la ligne. Donc George Hincapie que l'on ne verra pas dans les célèbres classiques de printemps que vous pourrez vivre bien sûr sur France Télévisions. Et en ce qui concerne Tirreno, ce matin les coureurs n'ont pas pu partir. Donc ils sont partis en voiture, il y avait trop de neige. Trop de neige, oui. Ceux qui ont fait Paris-Nice vont se régaler parce qu'ils auront pu faire une bonne préparation pour Milan-San Remo. Hier, je crois que l'étape de Tirreno s'est déroulée un peu plus de 30 km/h. Ce n'est donc pas une bonne préparation pour Milan-San Remo. Il sera bien meilleur ici. Il y a une bonne partie du peloton qui est enfin, il y a un deuxième peloton qui est en train de revenir sur le premier peloton. Alors pour l'instant, Bernabéu, qui a parti en trio de tête, au classement général, il fait une bonne opération puisqu'il se retrouve en fait à 31 secondes du maillot jaune d'Alexandre Vinokourov. Nous sommes dans le passage là où il y a, vous voyez, le ravitaillement. Le passage à Nice où il y avait des bonifications, donc Jecker, Bernabéu, Para. Ah, c'est vrai que le peloton a fondu. Et si vous permettez, je demanderais bien à Thierry Adam qui se renseigne sur le classement du meilleur grimpeur. Peut-être qu'un Français serait en tête du classement du meilleur grimpeur. Ah oui, mais effectivement, Thierry peut... Thierry, oui, peut-être effectivement voir avec... oui, non, c'est genre, voir avec Jean-François Pécheux. Peut-être est-il en mesure dès maintenant de nous communiquer les éventuelles modifications qu'il pourrait y avoir au classement du meilleur grimpeur, Thierry. Oui, je pense que par rapport à ce matin, tout à l'heure, Hamilton a gardé sans souci son maillot à pois rouge, qui est un peu différent. Il est l'inverse de celui sur le Tour de France, mais on va vérifier tout ça. Oui, d'autant plus qu'il reste encore une ascension du col d'Èze. Il n'y avait que 3 points entre Hamilton et Pinot, et que Pinot a marqué quelques points ce matin. Ça va se tenir à très peu de choses. C'était serré. Mais on parle assez rarement d'ailleurs des classements annexes dans les courses, et pour les coureurs, pour les équipes, c'est important. Actuellement, le classement par points: Alexandre Vinokourov devant Laurent Brochard et Samuel Sanchez. Le classement de la montagne, vous venez de le dire Bernard, Tyler Hamilton, l'américain, devant Pinot, qui était à 3 points ce matin au départ. Le classement des jeunes, maillot bleu de Sylvain Chavanel devant Samuel Sanchez et Kim Kirchen. Le classement par équipe, Once et Roski, l'équipe de Manolo. Voici donc les classements intermédiaires de ce Paris-Nice pour l'instant. Toujours les 3 hommes de tête. Trio de tête: Ivan Para, David Bernabéu, Fabien Yecker. Pour l'instant, les 3 ont encore intérêt à collaborer et n'ont pas intérêt à se séparer immédiatement. Sauf si l'un d'eux était vraiment au-dessus des 2 autres. Mais là, l'avance n'est pas encore assez importante par rapport au peloton.
pour se permettre des fantaisies de ce genre. On sort de Nice, là, c'est-à-dire qu'on attaque le début de l'ascension du col d'Èze. Alors, vous qui aimez le cyclisme et qui suivez régulièrement les retransmissions sur France Télévisions, vous vous souvenez bien évidemment, durant toutes ces dernières années, de ce col d'Èze que l'on montait contre la montre. Départ de Nice, arrive au sommet. Eh bien, aujourd'hui, c'est une des grandes nouveautés de ce Paris-Nice 2003 et c'est très bien d'avoir procédé à cette modification puisqu'il y a le dernier jour une vraie et belle étape avec 3 ascensions de ce col d'Èze et 2 ascensions de la côte de Châteauneuf, comme on a vu tout à l'heure, qui n'est pas facile non plus à monter. Non, la côte de Châteauneuf est très pentue, notamment dans les virages, dans les épingles, où l'intérieur du virage est vraiment très difficile à négocier. Thierry, est-ce que Bernabéu continue de faire une bonne opération dans un classement provisoire, un classement général provisoire? Oui, confirmation puisque le peloton entame à l'instant même l'ascension du col d'Èze pour la 3e fois et que l'écart à l'instant même au pied du col est de 1 minute 20, ce qui commence à être important, mais cette ascension, comme le disait Bernard tout à l'heure, est quand même très difficile et elle marque des organismes qui ont quand même déjà une semaine de course dans les jambes et c'est quasiment pour certains la première fois cette saison. Vous voyez là Laurent Brochard qui porte le maillot vert. Laurent Brochard qui n'était pas bien plusieurs jours sur ce Paris-Nice, mais qui a beaucoup tenté. Il a tenté notamment dans l'ascension du Faron. Oui, c'est vrai qu'il faut noter l'excellente performance de Brochard parce qu'il est actuellement sous antibiotiques depuis le départ. Et ce qu'il nous a montré hier, c'est fantastique. La preuve, ce qui est fantastique, c'est qu'en étant malade, il est second du classement par points de Paris-Nice. C'est dire la classe, mais aussi le courage, la volonté, la ténacité de Laurent Brochard. Thierry, vous avez effectué les calculs pour le classement du meilleur grimpeur. Alors, le résultat? Mais je me suis fait aider, parce qu'il fallait être sûr, donc je suis allé voir les directeurs sportifs. Il fallait voir avec les oui, voilà, comme Jean-François Péchu est occupé à donner les ordres dans cette course. Donc en fait c'est fini, c'est bien ce que je pensais. Thaler Hamilton a pris plus de points ce matin que dans ceux qui étaient distribués par rapport au jeune Pinot qui aura fait une belle semaine avec son maillot à pois. Et donc le maillot à pois de meilleur grimpeur de ce Paris-Nice 2003 restera bien tout à l'heure, quoi qu'il arrive, en haut de cette ascension du col d'Èze, sur les épaules de l'Américain Thaler Hamilton. D'accord. On va voir Stéphane Goubert qui attaque sur la gauche de la route. Pas étonnant, c'est un excellent grimpeur, le coureur d'équipe Jean de la Tour. Et il trouve dans cette montée les coureurs de Jean de la Tour ont intérêt à se montrer. Oui. Parce que maintenant, dans toutes les courses, il y a toujours quelque chose qui peut compter pour une qualification pour le Tour de France. Alors en plus, quand cette course est organisée par ASO, bien sûr, c'est encore plus important. Il faut absolument que les coureurs gagnent une étape ou se montrent, mettent de l'animation dans l'épreuve pour avoir une chance supplémentaire d'être qualifié pour le Tour de France. Il ne reste plus beaucoup d'équipes, 4 seulement. Vous avez vu que Fabien Yecker était décroché. Il ne reste plus que Ivan Parra et David Bernabéu. Il ne reste plus que 2 hommes en tête. Le maillot de la Kelmé et le maillot de la Milanesa. Colombien Ivan Parra. Un bon petit coureur, ce Parra. Et en plus, pour l'instant, il y a attaque de Sylvain. Il y a eu une attaque en tête et un contre, une réaction immédiate, vous l'avez vu, de Sylvain Chavanel. L'attaque était de Michael Zerametsia de l'équipe OMC. Et regardez derrière, dans la roue, il y a Sylvain Chavanel avec le maillot bleu du meilleur jeune. Et juste derrière, le maillot jaune d'Alexandre Vinokourov. Cela prouve, vous voyez, que ce profil d'étape particulièrement exigeant peut permettre encore, alors que nous sommes à quelques kilomètres de l'arrivée de l'épilogue de ce Paris-Nice, peut permettre encore de tenter quelque chose. Sylvain Chavanel qui se retrouve là en première position du peloton. Vous avez vu les coups d'œil répétés qu'il place sur la droite.
intéressant cette attitude de Sylvain Chavanel. Il a pris ses responsabilités hier dans la descente du col du Tanneron. Cela lui a permis d'aller chercher la 5e place du classement général. Et là, vous voyez Sylvain qui imprime dans la 3e ascension du col d'Aise. Il imprime un train extrêmement soutenu et il est en train de faire exploser la tête du peloton. Regardez, 2 hommes dans sa roue, un 3e qui essaie de tenir et le peloton très étiré. Elle va faire mal cette ascension, Bernard. Oui, et attention, je n'ai plus un seul télécom avec Vinokourov. Il n'a plus d'équipier, Vino. Sylvain. Attention avec les 2 Once, là, Sarabethia et Yakché, qui peuvent essayer d'attaquer chacun leur tour. Ouais, il faut rappeler. Se retourne. Il faut rappeler qu'au général, Sarabethia est 2e à 43 secondes, Rebellin à 54 et Sylvain Chavanel 5e à 1:30. Et Yakché à 55 secondes, qui est l'équipier de Sarabethia. Attaque de Sylvain Chavanel encore une fois. C'est bien. Il a du cran et du cœur, Chavanel, parce que normalement ça devrait être les coureurs de Once qui devraient essayer d'attaquer dès maintenant Vinokourov. Eh bien, c'est Sylvain Chavanel ce sont des fourmis dans les jambes et qui attaque de loin, et il fait très bien. Il faut absolument attaquer de loin. Derrière lui, il y a Alexandre Vinokourov, et juste derrière, regardez-le, c'est David Rebellin. Et en 4e position, Michael Sarabethia. Tous les premiers du classement général sont là. Cela fait 2 fois déjà que Sylvain Chavanel tente de secouer la tête de ce peloton. Rappelons que le sommet du col d'Aise sera situé précisément à 16 km de l'arrivée. Et il est évident que basculer au sommet du col d'Aise avec une avance peut-être permettre, à condition d'avoir 30, 35, 40 secondes d'avance, peut peut-être permettre d'espérer aller jusqu'au bout. Surtout pour Sylvain Chavanel, après ce qu'il nous a montré hier dans ses qualités de descendeur. Ah oui, hier il a fait une superbe descente du Tanneron. Oui, là, bon, la descente aujourd'hui est sèche, bien sûr. Et nos caméramans motards ont montré des images formidables. C'était superbe la manière dont nous avons pu montrer hier la descente, les trajectoires, les courbes choisies par Sylvain Chavanel. Nous avons parfaitement pu les lire. C'était vraiment très bien. Donc si Sylvain arrivait à basculer en haut du col d'Aise avec quelques centaines de mètres dans la descente, il serait tout à fait capable, même tout seul, de maintenir facilement l'écart par rapport à ses poursuivants. Regardez cette image, Sylvain tout à fait à droite de la route. Et Vinokourov qui se retourne, qui cherche ses équipiers. Vinokourov de l'autre côté, voilà une accélération encore. Sarabethia, Vinokourov. Disons qu'il y a une certaine nervosité, une certaine tension en tête de ce peloton. Serrano, la Once est très présente. Il y a Sarabethia, 2e du général, et Jörg Jakschek qui est 4e du général. Il y a les autres Once qui sont là également. Serrano, il n'a jamais qu'à 2 minutes et demie. Ouais. Bon, ce serait un miracle en quelque sorte qu'il arrive à reprendre 2 minutes 30 à Vinokourov. Oh, devant, vous voyez tout à l'heure Fabien Yecker avait cédé. Et devant, vous voyez que ça devient difficile pour les 2 hommes de tête qui se retournent, qui relancent. Il est probable que les différentes accélérations qui ont secoué le peloton, à l'initiative essentiellement de Sylvain Chavanel, ont fait diminuer l'écart. Pour l'instant, c'est Fabien Yecker, vous voyez, qui est en train de revenir progressivement. Il faut dire que nous sommes à ce moment-là, Bernard, dans une partie beaucoup plus roulante. Oui, c'est un peu moins dur. Oui. Le col d'Aise est très dur au pied. Après, c'est un peu plus roulant. Puis après, de nouveau, ça redevient un peu plus difficile. C'est Arvesen là qui a pris la tête devant Vinokourov. Alors qu'il y a 2 coureurs de l'équipe Once. Yakché avec le 101, le SAR 101 et Vinokourov trop rassuré. Il est très à côté de lui, très concentré. Regardez le visage de Vino, c'est une de ses grandes qualités. Les nouvelles, Sylvain qui repart encore une fois. Et voilà, nouvelle attaque de Sylvain Chavanel, 23 ans. Nous ennuie un peu ce Arvesen là du Team Facta. Je ne comprends pas bien pourquoi il vient courir derrière Chavanel. Il y a parfois des bizarreries. Pas de son intérêt majeur, mais bon. C'est bien sur le vélo. C'est bien ce que fait Sylvain Chavanel, encouragé probablement dans l'oreillette par Jean-René Bernaudot.
malheureusement pour lui, il est dans un passage qui n'est pas très très dur et Vinokourov va être emmené là comme dans un fauteuil par Arvesen, il me semble. On va voir l'homme de tête du peloton, il me semble que c'est Arvesen, on va bien regarder, ça va pas critiquer, c'est pas lui. Laurent Jalabert, ça doit vous plaire, hein, Laurent, le tempérament là, manifesté par Sylvain Chavanel, c'est bien ce qu'il tente. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je crois qu'il est sur la bonne voie vraiment depuis le début. On le voit très offensif et c'est le tempérament qu'il faut avoir pour réussir. C'est vrai que c'est pas facile de faire ses compagnies au peloton, mais il faut y essayer à plusieurs fois et il s'y emploie depuis un petit moment déjà. Là, on va rattaquer une pente un peu plus raide. Je pense que ça va finir par arriver. Oui, c'est ça. Vous nous décriviez tout à l'heure, Laurence Secoldez. On vient de négocier, là, de passer le secteur qui est moins pentu. Et là, de nouveau, la pente va revenir avant le dernier kilomètre. Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Je crois que pour lui, l'idéal aurait été que quelqu'un lui prépare le terrain et qu'il puisse se placer un contre. C'est difficile de faire le contre après avoir fait une attaque. Donc là, il a quand même dépensé, il a tiré des cartouches, je dirais, un petit peu tôt dans la montée. Il ne faudrait pas que ça lui fasse défaut sur le sommet. En tout cas, il a l'air très bien. Et je pense qu'il doit être en mesure de pouvoir renouveler une attaque d'ici le sommet. Il apprend. Tout à fait. Et très bien en plus. Oui, c'est vrai. Comme vous, comme consultant, Laurent. Oui, merci. Écoutez, j'ai eu le plaisir pendant 10 ans de répéter votre nom parce que vous étiez toujours à l'avant des courses. Maintenant, c'est un plaisir de vous entendre pendant ces courses. Fabien Niecker est revenu sur les hommes de tête à la faveur justement d'un passage un peu moins pentu. Mais il a l'air d'avoir beaucoup souffert pour revenir. Les 3 hommes de tête, Ivan Para, 17e du général à 2,48. Fabien Niecker, 26e à 5,08. Et David Bernabéu, 9e à 1,51. Ivan Para est généreux dans l'effort, incontestablement. Il sait qu'il y a 2 coureurs de Milanesa avec lui, mais il fait son travail avec beaucoup de générosité. Et là, en tête du peloton, on voit bien sûr qu'Arnesen, champion du Danemark, est devenu un allié de circonstance de Vinokourov. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous voyez, vous l'avez vu rétrograder, se retrouve en 4e position. Et c'est Sylvain Chavanel qui a repris la tête de ce peloton. Il a une belle allure, ce garçon. Vraiment. Il porte le maillot bleu du meilleur jeune. Ça aussi, c'est un signe. Vino derrière, très très concentré. Vous avez entendu peut-être hier sur France 2 ces mots très émouvants prononcés par Alexandre Vinokourov pour son ami, aujourd'hui disparu, Andrei Kivilev, dans les obsèques auront lieu demain à 14h30 à Sorbier, près de Saint-Étienne. Et dont le fan club de Kivilev a fait le déplacement aujourd'hui pour lui rendre hommage. Oui, ils sont venus effectivement sur la promenade des Anglais avec 3 grandes banderoles en hommage à Andrei Kivilev et à Alexandre Vinokourov. On va voir une attaque d'un coureur de Skaltel alors que les coureurs sont redescendus un peu. Vino réagit tout de suite et Sylvain a du mal là. Il a eu du mal, Sylvain. Regardez-le. Il relance. Il y a Rebellin qui est juste devant lui. Alors là, la cassure. En tête du peloton, j'ai l'impression que la cassure... Mais ça fait mal, hein. Oui. Beaucoup de coureurs n'arrivent pas à suivre. On avait l'impression que l'attaque du coureur de Skaltel était un peu en bémol, comme on dit en termes cyclistes. C'est-à-dire que ce n'était pas une attaque vraiment franche, eh bien si. Parce que ça a beaucoup étiré le peloton. Rebellin a mis un moment pour revenir. Et Sylvain Chavanel a préféré rester dans la roue de Rebellin plutôt que de faire l'effort. Nouvelle attaque des coureurs de Skaltel. Vous remarquerez que Vinokourov s'était levé pendant quelques instants. C'est extrêmement rare. Il a plutôt tendance à courir assis. Il se met très très rarement dans ce... C'est beau. Thierry, j'imagine que dans le peloton, ça doit creuser.
Oui, alors il reste 29 coureurs dans ce peloton exactement. Le peloton scindé en deux. Botcharov est en train de lâcher avec Oscar Kamenzin et Tyler Hamilton, le porteur du maillot du meilleur grimpeur. Un garçon nous fait une grosse impression car il n'a pas depuis le début de l'ascension du col d'Est de coéquipier. C'est le leader Alexandre Vinokourov, mais il faut le rappeler qu'il est sur son terrain d'entraînement puisqu'il habite tout près ici à Monaco et qu'il a déjà fait. Il a fait en reconnaissance, nous a-t-il dit 6 fois le col d'Est en compagnie de David Revelin puisqu'ils font des sorties ensemble. Et pour l'instant, il a la course à sa main. Il reste 17 km de course. Peloton très étiré, amaigri et très étiré. C'est vraiment tendu dans le peloton. Hein. Ah oui. Le maillot orange. L'équipe de Scatel. Sylvain Chevanel est redescendu un petit peu tout à l'heure. Il était juste derrière Vinokourov. Là, il a dû laisser passer 2 autres coureurs entre Rebellin et lui. Rappelons qu'à l'avant, il y a toujours 3 hommes. Ivan Para, David Bernabeu, Fabien Niecker. Qui se relaie régulièrement. Les voici tous les 3. 13, ce sont le Sar, le maillot vert, vous l'avez vu, c'est celui des Portugais de Milanesa. Cette image montre bien que la pente n'est pas... C'est difficile bien sûr, mais c'est pas une pente, sauf vraiment tout au début de l'ascension. C'est pas une pente trop marquée, hein, Bernard. Je parle pour faire les écarts, hein, pour les coureurs qui veulent attaquer. Hein. Oui. Alors là, il y a un tempo soutenu qui est imprimé en tête de ce peloton et qui pour l'instant oblige, vous voyez que Sylvain Chevanel est redescendu en 6e, 7e position même. Donc pour l'instant, on peut considérer, Laurent Gelabert disait tout à l'heure, probablement fort justement, que Sylvain avait peut-être tiré quelques cartouches trop tôt. Et peut-être éprouve-t-il un peu le besoin maintenant de récupérer avant d'envisager une autre offensive. Ah, certainement. Puis à l'allure où roulent les deux hommes de tête, Giscastel, Gonzalez et Sanchez, c'est pour l'instant pratiquement impossible d'attaquer. Il faudra attendre un petit fléchissement de ces deux coureurs. Mais en même temps, bon, ces deux coureurs, en montant à cette allure-là, sont en train de laminer le peloton, de laminer les dernières forces qui restent aux coureurs du peloton. Et ce train d'enfer aussi a fait baisser l'écart, qui est maintenant de 30 secondes. Alors qu'il y a une accélération qui vient de se produire. Il m'a semblé reconnaître Sébastien. Je reconnais que c'est Sébastien. C'est bien lui, hein, oui, c'est ça. Oui. Et avec le contre-jour, il me semble bien que c'est lui. Ouais, l'équipe de Latour qui tente le tout pour le tout, qui essaye de se montrer, qui essaye de gagner l'étape. Nous sommes 1 kilomètre du sommet. On est au sommet, pardon. On est au sommet. Attention, le sommet du classement du meilleur grimpeur de cette année. N'est pas le sommet n'est pas le sommet, enfin tout au moins l'arrivée précédente des anciens. Avant, on arrivait un peu plus loin après le virage. Oui, il y a un peu plus d'1 kilomètre encore pour l'arrivée. Vino avec le Dossard 1, il est le vainqueur sortant de Paris-Nice. C'est Laurent Lefebvre. C'est Laurent Lefebvre. Oh, attaque de Sanchez. Sanchez qui fait un bon. Samuel Sanchez qui fait un bon Paris-Nice lui aussi. Il est 8e du général, le coureur de Scatel. Le peloton, enfin ce qui reste du peloton, comme c'est tendu. Regardez les coureurs, c'est en 3 longueurs l'un de l'autre. Ils voudraient bien essayer de rentrer dans la roue. Mais il leur faudra un moment parce que ça monte très vite. Ouf, ça y est, ça va ralentir un petit peu. Ça va permettre aux coureurs d'essayer de rentrer dans les roues et peut-être à Lefebvre de pouvoir reprendre un petit peu de terrain. Laurent Lefebvre qui vient du Nord, il est 21e au général à 3,33.
Ouais, si ça se relève, ça va permettre à Lefebvre de creuser de nouveau un peu le trou. Qui va prendre l'initiative? C'est encore Arnesen. Arnesen, Vinokourov qui se cale tout de suite dans sa roue. Dans la roue de Vino, il y a David et Rebellin. Juste derrière, il y a Michael Zarabetsia. Arnesen, je ne sais pas si on a dit que cette année, c'était pas un contre-la-montre. Il ne s'occupe pas des autres, il roule comme dans un contre-la-montre. Là. Enfin, quel que soit de toute façon le résultat et l'épilogue de cette étape, preuve est faite par Amaury Sport Organisation, par Daniel Ball, Jean-François Pécheux qui ont organisé et tracé ce parcours, eh bien qu'il est heureux que Paris-Nice connaisse maintenant une belle dernière étape. Nouvelle attaque de Chavanel. La course d'aujourd'hui le montre. Nouvelle tentative de Chavanel. Il a du cran, il a du mérite. Il fait preuve de beaucoup d'audace et de témérité. Hein. Il mène la descente. Hier, vous l'avez vu exercer et réussir. Un numéro d'équilibriste dans la descente du Tanneron. Il faudra attendre encore quelques kilomètres avant que les coureurs ne plongent dans la descente. Mais même si la descente est sur une belle route, il y a des virages relativement techniques dans cette descente. Mais ce sera difficile aussi de surprendre Vinokourov, puisque comme nous l'a fait remarquer Thierry Adam tout à l'heure, c'est vrai qu'il est dans son jardin, là, Vino, et qu'il connaît tous les virages par cœur. Même pour un excellent descendeur comme Chavanel, c'est difficile à surprendre. Voici dans le peloton une nouvelle accélération, un coureur de la Once, c'est bien ça. Vinokourov réagit tout de suite. Vous avez remarqué à chaque fois la vigilance d'Alexandre Vinokourov. 13 km 380 de l'arrivée. Voici Sylvain. Chavanel, encadré par deux coureurs de l'équipe Sonac. C'est vrai que Vinokourov est extrêmement attentif. Dès qu'un coureur prend 10 mètres, il y va tout de suite. Ne pas être surpris. C'est vraiment un bon coureur. Oui, une nouvelle attaque d'un... On tente de voir un peu plus près quand même. Thierry. Oui, un écart entre le trio de tête et le peloton, en tout cas les 15 hommes qui restent, puisque Laurent Lefebvre est rattrapé par un autre Laurent. Laurent Brochard dans la descente, l'écart est à 29 secondes au panneau 15 km de l'arrivée. Oui, l'écart qui a bien sûr beaucoup diminué à la suite de l'ascension du col d'Aise. Je ne sais pas si les hommes de tête vont réussir à aller jusqu'au bout. S'il y a une descente très rapide de la part du peloton, il faudrait qu'après qu'il y ait une bonne entente entre les coureurs. Le coureur de la Kelmé, là, Ivan Para, elle s'est fait un peu décrocher. Il a un petit peu de peine à revenir parce que ça descend très vite. Il maintient la tradition des Colombiens un petit peu frileux dans les descentes. Oui, très bon en montant, un peu moins dans les descentes. C'est là. Oui, il y a ce virage. Là, c'est pas évident. Avec l'arbre au milieu de la route. Les conditions sont bonnes. Route sèche, en très bon état. Il va réussir à revenir au prix d'un petit effort. Il aura besoin de récupérer un petit moment. Nous descendons avec les trois hommes de tête pour les derniers kilomètres. Petit décrochage, l'image est revenue. Pour les derniers kilomètres de ce Paris-Nice 2003. Après Paris-Nice, après le cyclisme, vous pourrez voir dans le cadre des après-midi sport de France 3, vous pourrez voir les internationaux de France de gymnastique à Bercy avec Patrick Neuf et Michel Boutard. Et ensuite l'athlétisme, les championnats du monde indoor à Birmingham avec Patrick Montel et Bernard Faure. Et bien sûr, votre rendez-vous, leur rendez-vous dominical, les résultats, mais aussi des magazines souvent passionnants dans Stade 2 sur France 2, 18h05, présenté par Christian Prudhomme, avec notamment un dossier sur les risques du métier. Cela, bien sûr, malheureusement après l'accident dont a été victime l'autre jour à Saint-Etienne, André Guilleneuve. Sylvain Chavanel, lui, a réussi
à rester dans la première partie du peloton. Il y a eu une cassure suite à la forte accélération et je ne sais pas s'il va tenter quelque chose dans cette descente, parce que comme c'est très large et qu'on descend très très vite, il est très difficile de lâcher un coureur qui connaît bien la descente. Vous avez vu que Sylvain remontait sur la droite. Regardez, on le voit là-bas, son maillot bleu. Il doit avoir repris position parmi les 4-5 premiers. Voilà, confirmation à l'image. Avec cette image aérienne, il a repris place parmi les 4-5 premiers. Va-t-il encore tenter quelque chose? Ça paraît vraiment difficile. Ouais, il est remonté, regardez. Voilà, c'est lui maintenant qui a pris le rythme. Il a un choix là pour l'instant. Est-ce qu'il essaye encore de grignoter un peu de temps au classement général, ou alors est-ce qu'il veut plutôt conserver un peu de force pour éventuellement disputer la victoire d'étape? Je pense que ce serait peut-être pour lui meilleur de se réserver pour l'étape. Pour nous, ça serait mieux qu'il essaye de grignoter du terrain, qu'il essaie d'attaquer. Pour l'instant, Laurent Jalabert, est-ce que Sylvain Chavanel peut encore tenter quelque chose, Laurent? Oui, bon, la descente semble être très rapide et très large, donc difficile pour lui de s'extirper du petit groupe qui est très vigilant, faut le dire. Mais je crois qu'il est aussi un petit peu agacé par la présence à l'avant de Jecker qui doit être pas trop mal classé au général, peut-être, je sais pas trop. Alors Jecker, il est 26e à 5,08, Laurent. Oui, alors donc ça représente pas un vrai danger, mais je pense qu'il y a une victoire d'étape au bout et Sylvain a vraiment, à mon avis, dans les jambes cette possibilité de victoire, et bon, il essaie à tout prix de recoller avec la tête. Ouais, il est plus agacé par la présence par contre de David Bernabéu, parce que je regarde le classement, Laurent. Bernabéu, il est 9e à 1,51, donc lui est plus un danger pour le classement général pour Sylvain. Je pense que ceci explique un petit peu son attitude où on a l'impression vraiment qu'il essaie par tous les moyens de recoller avec l'avant, ce qui est une excellente solution. De toute façon, la victoire elle est devant, donc il faut absolument recoller. Oui, merci Laurent. Le trio de tête. En dernier écart, il avait 20 secondes d'avance seulement sur le peloton. Le trio de tête, où on continue à bien s'entendre. Il y a deux coureurs d'une même équipe, mais on va voir apparemment Parra, qui n'est peut-être pas un grand descendeur, mais qui va essayer de prendre quelques relais. Je regarde le classement général, il y a 27 secondes d'écart au général entre Chavanel et Bernabéu. Donc, compte tenu du fait qu'il y a des bonifications à l'arrivée, 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes, il faut que Sylvain Chavanel, effectivement, travaille pour préserver cette 5e place au classement général. Alors, tout à l'heure, il voulait attaquer pour essayer de piéger Vinokourov. C'était la partie montante du col d'Èze. Maintenant, dans la partie descendante et l'entrée vers Nice, deuxième stratégie pour Sylvain Chavanel. Obligé cette fois, il faut absolument jouer serré pour garder cette 5e place au classement général. Mais enfin, dans les deux cas, Sylvain Chavanel a réagi comme il le fallait. Il a tenté et maintenant, il défend. Avec les coureurs de Scaltel en tête, là, je pense que sa 5e place ne devrait pas être trop en danger. Le peloton aussi descend vite. Le dernier écart était de 15 secondes. Thierry avec Jean-René Bernodeau. On va essayer de demander... Oui, vite fait, parce qu'il est très occupé en train de parler justement à Sylvain Chavanel. Jean-René, pas de souci pour Sylvain pour sa 5e place, mais j'ai vu que vous lui parliez beaucoup quand même. Oui, mais je l'encourage, je lui donne des écarts, il y a beaucoup d'intérêt en ce moment, beaucoup d'équipes ont intérêt à collaborer. Je pense que c'est encore jouable pour aller rattraper les 3 coureurs devant. Vous pensez à la victoire d'étape? Pourquoi pas, mais il y a encore quelques coureurs rapides dans ce groupe. Et il fait un gros truc quand même, il fait un gros Paris-Nice, vous devez être content. Oui, désormais, la dernière difficulté derrière nous, il aura fait de toute façon un bon Paris-Nice. Je pense qu'il confirme ce que les gens attendent de lui, un coureur complet qui a de l'avenir. Merci, c'était pas facile parce que ça tournait dans tous les sens. Yaksh en tête de ce groupe. Ça s'entend un peu moins bien dans le peloton. Ça va redonner un peu d'air à l'échappée. Et ça ne va pas vraiment faire les affaires de Sylvain Chavanel et de la Boulangère.
l'équipe de Boulanger. Se retourne, va laisser le relais. Vinokourov, lui évidemment, il ne va pas rouler. Vous avez vu, c'est complètement écarté Vinokourov. Ah oui, pour bien montrer que lui ne participe pas à la chasse et donc il laisse la porte ouverte à ceux qui veulent mener la chasse derrière les échappés. Accélération d'un coureur de l'équipe Phonak dans ce groupe. Pérez, non? Une nouvelle attaque de Sylvain Chavanel encore. Il a réagi derrière, il est parti en contre. Oui, on tarde à réagir derrière lui. Il est parti en contre, Sylvain Chavanel. Quel caractère! Incontestablement, tout ce qu'il a fait aujourd'hui est extrêmement prometteur pour les semaines, les mois et les années à venir. Regardez le trou. Vous avez vu que derrière, personne n'avait réagi à ce contre lancé par Sylvain Chavanel. C'est Pereiro de King Phonak, je crois. Je pense que c'est Oscar Pereiro-Sio. On va en avoir confirmation en découvrant son dossard précisément tout à l'heure. Mais à l'allure, il nous semble reconnaître Pereiro. Oui, c'est lui. Oui, vous avez raison. Bien sorti de virage Chavanel. Alors est-ce que Pereiro va collaborer immédiatement? Il le faudrait parce que dans une descente non, il collabore pas beaucoup, il devrait pédaler lorsqu'il est devant pour essayer d'emmener le plus rapidement possible parce que l'écart n'est pas très important, parce que la vitesse, elle, étant très élevée, une centaine de mètres, ça va faire 6-7 secondes maximum. Si là il collabore, il collabore même. Ça y est. Il est reparti. Avec beaucoup de conscience. Mais derrière ça revient Bernard. Oui. Ils sont pas bien entendus. Il est sorti un peu trop. Sylvain qui passe sur la gauche et qui prend le relais. Mais vous voyez que le groupe Vinokourov est juste derrière. Bon, c'est vrai que les écarts au classement général pour les places d'honneur, 5e, 6e, 7e, 8e, c'est vrai que les écarts, 20 secondes, 25 secondes, c'est vrai que les écarts ne sont pas énormes. Ça peut se jouer à quelques secondes. En plus, Bernabéu a pris tout à l'heure 2 secondes dans le sprint intermédiaire de vérification, donc il faut en tenir compte. C'est un Chavanel qui se retourne. Attention, on nous annonce que Vinokourov a un ennui mécanique. C'est Radio Tour qui vient de le communiquer. Alors là, un saut de chaîne, paraît-il. Vinokourov possède 43 secondes d'avance sur son suivant. Thierry, il est revenu. Thierry, vous avez été le... Oui, Thierry, vous êtes à côté de Vino. Petit souci de dérailleur pour Alexandre Vinokourov au moment où il tentait d'en revenir. Il y a un trou quand même qui est fait. Bon, ça ne se jouera pas sur le classement général, mais il y a un trou entre un groupe de 5 où est Vinokourov et l'autre partie du peloton devant où on retrouve Sylvain Chavanel. Mais bon, Alexandre Vinokourov fait un gros effort pour entrer dans le groupe quand même. On est à 3 km de l'arrivée en ce qui concerne le peloton. Enfin, le reste. Oui, on le voit là, Thierry, on le voit avec cette image que nous offre et nous donne la boule Westcam. On a vu effectivement l'écart et on a vu le travail que faisait Vino pour revenir, pour contribuer à la reconstitution de ce groupe. Mais comme quoi, c'est tout bête, c'est une phrase qui paraît souvent banale, mais qui reflète bien la réalité. Tant que la ligne n'est pas franchie. Oui, fort heureusement, ce n'est pas trop grave, mais ça aurait été vraiment dommage. Vraiment dommage qu'un accident, un incident vienne priver Vinokourov des efforts de toute une semaine. Sylvain Chavanel qui relance avec beaucoup de témérité et d'efficacité cette 5e place au classement général de Paris-Nice. Il y tient beaucoup et on le comprend, Sylvain Chavanel. Cela fait partie de sa trajectoire, de sa progression. Ce maillot du meilleur jeune bleu lui va vraiment bien.
Il finit, en plus, ce qui est agréable, c'est que Sylvain Chavanel finit très très bien ce Paris-Nice. Hein. Après cette étape, il est vraiment dans une forme. Oui, il récupère très bien. Donc c'est extrêmement porteur de promesses pour l'avenir. Voici la promenade des Anglais, les 3 hommes de tête. Ivan Para, David Bernabéu, Fabien Yecker. Non, c'est Bernabéu qui attaque. C'est Bernabéu qui attaque. Yecker dans la roue et Para qui poursuit. Ce qui est normal, il y a 2 coureurs de la Milanesa, l'équipe portugaise, la flamme rouge du dernier kilomètre. Alors on dirait que Yecker est certainement le plus rapide au sprint, hein, mais il a été lâché tout à l'heure. Alors dans quel état se trouve-t-il? Et encore faudrait-il que Para réussisse à revenir sur Bernabéu. Donc Bernabéu, le voici qui négocie ce dernier virage à gauche au bout de la promenade et qui revient vers la ligne. Il a 28 ans, il est né à Boa Vista, c'est-à-dire un quartier de Porto. Il a gagné l'an dernier le Tour du Finistère. Il est 9e du général à 1,51. C'est un bon coureur, ce David Bernabéu. Et en fait, s'il gagne cette étape, il récompensera. Laurent Brochard a attaqué. Laurent Brochard qui est sorti du peloton. Bernabéu. La longue ligne droite de la promenade des Anglais. C'était agréable aussi, hein, cette attaque de Laurent Brochard en moins. Donc, les Français sont très très motivés. Ils ont absolument envie de faire quelque chose, même s'ils n'arrivent pas à gagner. Au moins ils tentent, ils essayent. L'arrivée ici sur la promenade des Anglais de cette dernière étape et la victoire de Bernabéu. Deuxième Yecker. Deuxième place pour Yecker, la 3e pour Para. Cela fait 1 et 2 pour l'équipe Milanesa. Voici Laurent Brochard qui termine maintenant 4e position. Et le peloton derrière. Vinokourov dans ce peloton qui s'est signé en franchissant la ligne. Toute l'émotion que doit ressentir Alexandre Vinokourov. Alors que l'on revoit au ralenti, regardez cette image, cette belle image de Bernabéu. 28 ans, Boa Vista, c'est aussi une célèbre équipe de foot portugaise. Incontestablement, Milanesa, on en parlait, vous voyez, on a eu raison tout à l'heure d'insister sur cette équipe portugaise. Ils viennent, en gagnant cette étape, de confirmer tout le bien, Bernard, que nous disions tout à l'heure. Ah oui, c'était une équipe, comme les équipes portugaises d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 équipes, ils se signent juste avant de passer au moment où il sait qu'il va remporter cette étape. Il y a 4 ou 5 équipes professionnelles portugaises qui courent principalement au Portugal, un peu en Espagne. Regardez Fabien Yecker qui lance le point. Regardez les points de Fabien. Et c'est bien accroché dans la montée, hein, Yecker. Ça lui a permis de pouvoir revenir sur les hommes de tête et de rester dans ce trio vainqueur. Un autre peloton. Cela fait un peu plus d'1 minute 30 que Bernabéu a franchi la ligne. Avec Hamilton, le porteur du maillot du meilleur grimpeur, qui passe là. Martinez qui a remporté le sprint de ce petit groupe. Et je viens de vérifier là, Chavanel reste 5e du général. Il est donc le 5e du résultat final et bien sûr le premier français de ce Paris-Nice 2003. Cette dernière étape aura été intéressante. Elle nous aura apporté premièrement la confirmation de la valeur de cette équipe Milanesa. Deuxièmement, du tempérament incontestable de Sylvain Chavanel qui a tenté pour sortir d'abord, pour protéger sa 5e place ensuite. Il nous a montré également la sérénité d'Alexandre Vinokourov, la manière dont il a contrôlé avec le maillot jaune, la manière dont il a contrôlé ce peloton et ses principaux rivaux. C'était une dernière étape intéressante. Paris-Nice 2003, marquée malheureusement par la disparition de Andrei
d'Andrei Kivilev. Et nous allons retrouver Laurent Jalabert. Laurent avec Sylvain Chavanel. Oui, tout à fait. Oui. Les deux réunis, c'est une image. Avec Sylvain qui a l'air pas du tout éprouvé par sa journée. Voilà, Sylvain, tu termines Paris-Nice 5e. Je pense que tu es satisfait. C'est un excellent résultat qui confirme toutes les promesses qui sont placées en toi. Quelle est ton analyse après 8 jours de course? Une très bonne analyse, mais je pense que j'ai perdu ma 5e place avec Bernabeu. Mais c'est pas grave, du moment que je suis dans les 10, c'est déjà le principal. Je fais un bon début de saison et je confirme sur ce Paris-Nice qui est encore autre chose que les courses que j'ai fait précédemment. Donc je suis content. Laurent, t'as raison, c'est normal. Laurent, confirmé. Apparemment, tu conserves ta 5e place, ce qui est une bonne nouvelle, je pense. Tu étais un petit peu inquiet, on t'a vu un peu très remuant dans les derniers kilomètres. Et c'est dommage un petit peu de ne pas avoir pu jouer la victoire d'étape, mais bon, tu as fait preuve d'un grand tempérament aujourd'hui et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. J'ai encore une fois essayé d'attaquer. Des gars comme David et Rebellin, ils se contentent de la 2e ou 3e place. C'est comme ça. Hein. Moi, j'essaye de... une 5e place au général ne me suffit pas, j'en veux toujours plus et c'est pour ça, c'est mon caractère. Bravo, tu as raison. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci Laurent, merci Sylvain Chavanel. Dans un instant, nous allons nous retrouver donc pour la cérémonie protocolaire avec le vainqueur de cette étape. Alors, dans un instant, nous serons sur le podium, mais avant ce podium de fin de Paris-Nice, 1 minute et quelques secondes d'image extrêmement émouvante. Regardez Alexandre Vinokourov qui pense à son ami Andrei Kivilev. Un autre peloton dans lequel Stéphane Goubert, on retrouve également Hugo Boss et Céline Vasseur, lequel a été très actif au cours de cette... Hommage à Andrei Kivilev, décédé à la suite d'une chute dans les steppes de Saint-Étienne. Et hommage émouvant avec l'expression, vous l'avez vu, de son ami Alexandre Vinokourov. Nous allons dans quelques secondes vous retrouver sur le podium pour le début de la cérémonie protocolaire avec le vainqueur de l'étape, Bernabeu de l'équipe Milanesa. Il remporte la 7e et dernière étape de Paris-Nice, ici sur la promenade des Anglais. Nous étions à Nice pour le final de ce Paris-Nice. Dans quelques instants, vous allez retrouver Céline Géraud, puis la gymnastique au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour les internationaux de France de gymnastique. Il y aura ensuite les championnats du monde d'athlétisme indoor à Birmingham. Au revoir Laurent Jalabert, au revoir Bernard Thelmer.